Il y a beaucoup de gens qui manifestent de manière tout à fait sincère, mais ça n'empêche qu'ils sont aussi largement induits en erreur parce qu'on leur fait croire que cette réforme veut instaurer une dictature. C'est quand même un mensonge tout à fait grossier, et c'est peut-être le plus grand mensonge des médias israéliens aujourd'hui, alors que cette réforme vise précisément à sauver la démocratie, à rétablir la démocratie. Nous avons le plaisir d'être dans ce studio avec Pierre Lurçat. Pierre, bonjour. Bonjour Daniel. Je devrais dire maître Pierre Lurçat, puisque vous êtes juriste, tout le monde le sait. Mais nous vous sollicitons d'abord parce que vous allez donner dans une semaine, un peu plus d'une semaine, mardi, à la Viso de Tel Aviv, une conférence pour mieux expliquer, on va dire aux francophones, la nature de la réforme judiciaire dont tout le monde parle aujourd'hui. Et aussi pour parler d'un éditorial que vous avez publié dans votre blog sur le déclin de la démocratie. Alors d'abord, premièrement, à l'état actuel des choses, je voudrais vous poser une question d'emblée. Est-ce que vous pensez que le gouvernement doit geler, on va dire, la réforme, ne serait-ce que pendant quelques semaines, pour donner la place à l'initiative du président de l'État, à un dialogue ? Ça pourrait s'envisager si de l'autre côté il y avait une véritable volonté de dialogue, mais je ne crois pas que ça soit le cas aujourd'hui. Je pense que Yair Lapid et ceux qui l'entourent ne font pas vraiment preuve d'une volonté de dialogue. Ils veulent simplement mettre des bâtons dans les roues du gouvernement. Même si tactiquement ça pourrait être intéressant, tout simplement de dire oui, nous voulons montrer que nous sommes des gens de bonne volonté. Nous gelons la procédure pendant 2 semaines, 3 semaines, le temps d'entamer un dialogue, de voir si ce dialogue est fructueux. Et sinon, eh bien, on verra que de l'autre côté, les réfractaires sont du côté des opposants à la réforme. Oui, peut-être dans un monde idéal, on pourrait l'envisager, mais j'y crois pas tellement. Non, je crois qu'il faut continuer, il faut aller de l'avant, et ça fait 30 ans que cette réforme aurait dû être menée. Alors justement, parce que si ça fait 30 ans, pourquoi les gens disent, nous parlions tout à l'heure avec Gilles Saada qui était à la manifestation hier, de ceux qui étaient favorables au dialogue, ça fait 30 ans qu'on attend, pourquoi finalement ne pas attendre encore 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines? Pour une raison très simple, c'est que rien ne justifie que la Knesset interrompe son travail de législation. La Knesset a été élue pour ça. Et ce qui se passe aujourd'hui, et c'est un petit peu le sujet que je voulais aborder, c'est que on a délégitimé la Knesset, on a délégitimé le droit du peuple de choisir ses représentants et le droit de ses représentants d'appliquer la politique pour laquelle ils ont été élus. Et ça, c'est très grave. Ça veut dire que, en fait, vous dites que les manifestants qui clament à l'instauration de la dictature, ce sont eux qui sont de véritables dictateurs. Absolument. C'est comme vous savez, le cambrioleur qui sort de la maison en criant au voleur, au voleur. Et bien là, nous avons des milliers de gens, dont certains sont d'ailleurs de bonne foi. Ils sont tout simplement, je crois, ils sont induits en erreur par la propagande incessante des médias israéliens qui ont pris parti depuis le début, qui sont pas du tout objectifs, qui ne font pas du tout leur mission d'information. Et les gens, effectivement, manifestent en criant démocratie, démocratie, alors que finalement, la démocratie, eh bien, c'est de laisser le gouvernement élu appliquer la politique pour laquelle il a été élu. Et d'autant que cette réforme, on ne peut pas comprendre cette réforme si on ne sait pas en fait la situation qu'elle vient réparer. Et la situation qu'elle vient réparer, c'est la situation dans laquelle nous a plongé la révolution constitutionnelle qui a eu lieu il y a 30 ans, comme vous le savez, cher Daniel. Et donc l'objet de cette réforme, c'est d'essayer de remettre un petit peu d'ordre dans le système démocratique israélien et surtout dans de rétablir un petit peu la séparation des pouvoirs et donc finalement de redonner au peuple le droit d'appliquer la politique, puisqu'on a vu depuis 30 ans des gouvernements de droite, notamment les gouvernements de Netanyahou, qui n'ont pas pu faire de politique de droite. Il y a même un livre qui a été publié en Israël, pourquoi les gens votent à droite et ils obtiennent un gouvernement qui n'applique pas une politique de droite. Et bien une des raisons principales, c'est que aujourd'hui il y a une espèce de gouvernement des juges, il y a une Cour suprême toute puissante, qui n'a aucun contre-pouvoir et qui empêche le gouvernement de gouverner. On le voit d'ailleurs même avec ce nouveau gouvernement. On l'a vu sur des choses sur des sujets très brûlants. Par exemple, quand le ministre Ben Gvir a voulu ordonner la destruction de la maison du terroriste, il a dû attendre l'aval d'un conseiller juridique qui traînait des pieds pour ne pas donner son accord, pour on ne sait quelle raison d'ailleurs. Et sur toutes sortes et on l'a vu aussi d'ailleurs avec la destruction du verger du Kérem de Shiloh. Là aussi, c'était une décision de la Cour suprême qui obligeait soi-disant l'armée à détruire, à déraciner ses arbres. Pourquoi Pierre, on a l'impression que effectivement le gouvernement, la coalition Rothman-Levin fonce vers la réalisation, la concrétisation de cette réforme, mais ne semble pas
bien l'expliquer, ne semblent pas l'expliquer tout simplement parce qu'on n'entend pas l'argumentaire qu'ils veulent développer. On le connaît, ce que vous nous dites, on le connaît, mais on n'a pas l'impression qu'il est matraqué systématiquement, même dans les médias, même dans des pages. Il y a dans les journaux aujourd'hui des pages entières qui appellent à aller manifester demain. Pourquoi il n'y a pas dans les journaux des pages du gouvernement qui a les moyens de se les payer pour essayer d'expliquer la véritable nature de la réforme? Il y a peut-être un déficit de communication, mais je crois qu'il y a surtout un parti pris tout à fait flagrant des médias. Ce matin, j'entendais, en venant à votre studio, Simcha Rothman qui essayait de placer quelques mots sur l'antenne de Galei Tzahal, et les deux journalistes l'empêchaient de parler, tout simplement, parce qu'ils sont convaincus d'être dans le bon droit. Ils ont eux-mêmes leur opinion tout à fait tranchée sur le sujet, et donc c'est très difficile pour les membres du gouvernement de faire entendre leur voix. Alors, dans cette situation, on a l'impression qu'on va vers une confrontation incontournable, et finalement, est-ce que c'est dans l'intérêt de l'État d'Israël de se retrouver dans cette situation, sans parler de guerre civile, mais de confrontation qui peut être violente? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Sans doute que l'enjeu en vaut la chandelle. Le jeu, oui, l'enjeu principal, c'est un enjeu crucial. C'est au-delà même de la réforme judiciaire, au-delà même de l'enjeu démocratique, de rétablir un équilibre des pouvoirs qui a été bafoué depuis 30 ans. Eh bien, l'enjeu, c'est aussi finalement la nature de l'État d'Israël. C'est est-ce qu'on est un État juif ou l'État de tous ses citoyens. Et d'ailleurs, c'est frappant de voir que les gens qui manifestent aujourd'hui sont finalement peut-être défendent cette idée d'un État de tous ses citoyens. J'ai vu hier à Jérusalem, j'ai vu des drapeaux israéliens avec au-dessus un petit drapeau de la Gay Pride par-dessus, comme si on pouvait plus arborer le drapeau d'Israël sans y rajouter un autre drapeau. Il y a tout de même beaucoup c'est-à-dire, dans une manifestation, on va dire, de la gauche israélienne traditionnaliste, on se serait attendu à beaucoup de drapeaux rouges, de drapeaux, comme il y en a eu même dans la protestation de Balfour, des drapeaux roses ou d'autres drapeaux. Mais là, on voit que clairement, il s'agit de drapeaux bleus et blancs. Ça veut dire que ce sont des citoyens qui veulent le bien de l'État d'Israël aussi. Oui, sans doute, bien sûr. On peut pas leur ôter ce crédit qu'il y a beaucoup de gens qui manifestent de manière tout à fait sincère, mais ça n'empêche qu'ils sont aussi largement induits en erreur parce qu'on leur fait croire que cette réforme veut instaurer une dictature. C'est quand même un mensonge tout à fait grossier, et c'est peut-être le plus grand mensonge des médias israéliens aujourd'hui, alors que cette réforme vise précisément à sauver la démocratie, à rétablir la démocratie. Concrètement, demain, s'il n'y a pas de changement de dernière minute, la Knesset doit voter en première lecture une des clauses ou deux des clauses de la réforme judiciaire. Et cette clause importante, presque cardinale dans la réforme, qui stipule la modification de la commission de nomination des juges, qui doit donner de facto, et là on n'est pas dupe, parce que quelque part on voit il doit y avoir 9 membres, comme c'est le cas aujourd'hui, mais au lieu de donner la possibilité de trouver une sorte de compromis qui a permis la nomination des juges jusqu'à présent, et bien là, automatiquement, il y a une majorité de 6 députés et de ministres, dont un seulement sera de l'opposition. Donc, il y a une majorité automatique de députés et de ministres, c'est-à-dire le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, qui pourront faire désigner les juges. C'est-à-dire ce sont désormais les politiciens qui désigneront les juges. Ça gêne pas? C'est le système qui existe aux États-Unis, par exemple, qui est quand même la plus grande démocratie du monde. Ça ressemble, hein, chaque système est sui generis, mais le système précédent est encore pire, puisque de toute façon, aujourd'hui, on a un espèce de club où les juges se cooptent entre eux, et le juge à la Cour suprême, comme a dit quelqu'un, c'est un petit peu le Sniff Meretz de Jérusalem. C'est le parti Meretz qui n'est plus représenté à la Knesset aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons, est encore représenté à la Cour suprême, où il a une majorité. Alors, c'était un club très fermé. Aujourd'hui, on veut un petit peu ouvrir les portes du club Mais les portes, elles se sont ouvertes tout de même. Elles se sont un petit peu ouvertes depuis quelques années, c'est tout récent, mais il reste à faire des changements fondamentaux qui sont évidemment de retirer à la Cour suprême les pouvoirs exorbitants qu'elle s'est arrogés. Donc de toute façon, tout ça va ensemble, tout ça, on peut pas, si on ne change qu'un seul des éléments, ça ne suffira pas. Votre appréciation, on a vu, tout le monde a regardé cette interview du juge Aaron Barak, Robi Coman, sur la première chaîne de la télévision israélienne, lorsque Aaron Barak dit je n'ai pas de privilège, je n'appartiens pas au premier Israël, celui des élites, mais au second Israël, j'ai une petite retraite ou quelque chose comme ça, et qu'il dit je ne connais pas, il reconnaît qu'il ne connaît pas la Gemara, qu'il ne reconnaît pas les textes juifs, et que effectivement il n'a pas trouvé de juge séfarade adéquat pour le nommer à la Cour suprême. Quelle impression ça vous a donné ? À la fois beaucoup il y a une part de vérité, une part de sincérité, surtout dans cet aveu d'ignorance tout à fait
frappant. Quelqu'un qui est peut-être le plus grand savant du droit israélien, qui a étudié à Harvard, qui se targue d'avoir modifié de fond en comble le système judiciaire israélien et qui reconnaît n'avoir jamais ouvert une page de Guémara. Eh bien, c'est peut-être le nœud du problème finalement. C'est est-ce qu'on peut être entre juifs et démocratiques? Oui, absolument. Et plus que ça, est-ce que l'État d'Israël peut être gouverner, est-ce que le système judiciaire israélien peut être dirigé par des gens qui sont tellement ignorants dans ce qui fait le fondement même de notre culture, de notre civilisation, indépendamment d'ailleurs du fait que ce soit un juif pratiquant ou pas. On l'a vu aussi les images où on lui fait mettre les téphilines et où il répète les mots du schéma comme vraiment comme un Amaharetz total. C'est voilà, le président de la Cour suprême ne connaît pas les mots du schéma Israël. C'est peut-être ça le fond du problème aussi. Alors, je voudrais qu'on revienne avec vous sur un éditorial ou un article. Vous avez un article d'opinion que vous avez écrit sur votre blog. C'est le blog de Vue de Jérusalem qui parle du déclin de l'idée de la démocratie. On parle beaucoup de démocratie, de dictature aujourd'hui en Israël. Vous dites que de facto, il y a un déclin de l'idée de démocratie en particulier dans les régimes occidentaux. Oui, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui en Israël, c'est pas propre à Israël, on le voit aussi en France et dans d'autres grands pays, c'est-à-dire finalement, ce qui est contesté aujourd'hui, au-delà même de la réforme judiciaire, c'est l'idée que le peuple a le droit d'élire des représentants qui vont appliquer une politique. Et finalement, il y a peut-être on pourrait dire deux conceptions de la démocratie qui s'affrontent. Celle qui est la conception classique qu'on connaît, c'est-à-dire la majorité choisit, élit, c'est un gouvernement qui applique une politique, et puis une nouvelle conception dans laquelle ça serait ce qui serait plus important que les droits de la majorité, ça serait les droits des minorités. Et c'est un petit peu ça aujourd'hui aussi l'enjeu de ces manifestations. Ce sont les minorités qui veulent sauver leurs droits parce que soi-disant la majorité risque de porter atteinte à leurs droits. Et donc finalement, je dirais, une des idées, un des fondements de la démocratie aujourd'hui est contesté en Israël et ailleurs, c'est-à-dire l'idée que la démocratie, c'est le gouvernement de la majorité. Mais vous dites en Israël, on comprend dans le contexte actuel, mais par exemple dans d'autres pays comme la France, pourquoi aussi en France ? Eh bien parce que Qu'est-ce qui permet de dire la même chose ? Parce que c'est un phénomène global. On voit, il y a aussi beaucoup de gens qui l'ont analysé en France. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est même plus l'état de droit, c'est l'état des droits. Ce qui est plus important pour beaucoup de gens, c'est que leurs propres droits individuels et le droit des minorités auxquelles ils appartiennent soient représentés, soient défendus. Et ces droits des minorités et des individus, aujourd'hui, donc, supplantent l'idée même d'un bien commun et d'un intérêt général. Il n'y a plus d'intérêt général. Et c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui dans ces manifestations aussi. C'est-à-dire, par exemple, quand on voit les high-techistimes contre la réforme ou les anciens généraux contre la réforme, donc toutes sortes de groupes comme ça, sectoriels d'ailleurs, qui sont... il y a une grande manipulation parce que tous les gens de high-tech ne sont pas contre la réforme, tous les juristes ne sont pas contre la réforme, tous les anciens généraux ne sont pas contre la réforme. À chaque fois, c'est un petit groupe qu'on met en exergue dans les médias, mais l'idée que chaque groupe comme ça aurait voix au chapitre, et finalement la voix de tous ces petits groupes, de toutes ces petites minorités serait plus importante que la vox populi qui elle s'est exprimée dans les élections. Et les élections, plus besoin d'élections donc. Absolument. Et dans cette nouvelle conception de la démocratie, il n'y aurait plus besoin d'élections, effectivement. Ce serait une espèce de plébiscite ou de vote quotidien sur les réseaux sociaux dans lesquels chacun dirait ce qui... En fait, on revient à l'anarchie, on revient au chaos. Parce que si la démocratie ne peut plus gouverner, eh bien c'est le chaos. Est-ce que finalement, cette réforme... Alors je vais essayer peut-être de prendre le taureau par les cornes d'un autre angle. Est-ce que finalement cette réforme, elle n'est peut-être pas insuffisante ? C'est-à-dire en tout cas les premières mesures que l'on voit, bien ce sont des mesures qui ne sont pas cosmétiques, qui vont provoquer des changements, mais finalement le véritable changement, pourquoi ce ne serait pas d'imposer une constitution ou peut-être de créer, comme le réclament, on va dire même les opposants à la réforme, la création d'une autre chambre qui serait peut-être composée, pourquoi pas, d'intellectuels, de rabbins, d'hommes de personnalité et qui pourrait avoir un autre regard et peut-être former un contre-pouvoir face justement à la Knesset qui n'aurait pas le seul contre-pouvoir de la Cour suprême.
Oui, je crois que le vrai sujet aujourd'hui, le vrai problème, c'est pas de créer un nouveau contre-pouvoir à la Knesset, c'est de redonner le pouvoir à la Knesset. Sur toutes sortes de sujets, on voit que la Knesset légifère et que les lois ne sont pas appliquées. Vous savez bien qu'on a un problème d'application des lois en Israël dans toutes sortes de domaines. Et ça va du code de la route à la construction juive en Judée-Samarie, à toutes sortes de sujets. Et aussi d'ailleurs aux sujets sécuritaires les plus brûlants. L'enjeu, c'est pas de faire des contre-pouvoirs, c'est vraiment de redonner le pouvoir au peuple. Et puis, j'ai oublié votre première question. Mais... Non, je vais poser une autre question. On va terminer là-dessus. Il y a les déclarations de l'ambassadeur des États-Unis en Israël ce matin qui peuvent paraître un peu stupéfiantes. Il dit je dis à Benjamin Netanyahu, comme je dis à mes enfants, débrouillez-vous, mais réglez vos problèmes. Sur un ton un petit peu paternaliste et teinté de menaces. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, j'ai pas entendu tellement une menace, mais effectivement un ton très paternaliste. Bien sûr, ça aussi, il faut enfin se débarrasser de cette tutelle américaine. Les Américains n'ont pas leur mot à dire sur un sujet intérieur de la politique israélienne, et c'est tout à fait affligeant de voir que l'opposition appelle au secours les Américains, appelle au secours l'étranger, se conduit comme une véritable cinquième colonne, au lieu de régler le problème démocratiquement dans un débat entre l'opposition et la majorité, comme ça a toujours été le cas jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, Maître Pierre Lursa, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de cette réforme, de votre appréciation de la démocratie en Israël et en Occident. Et je rappelle, donc on va rappeler votre conférence que vous donnez à la Viso. Oui, je donnerai une conférence dans les locaux de la Viso. C'est pas la Viso qui organise, c'est donc mardi 28 février à Tel Aviv à 19h au 35 rue King George, et il n'y a pas besoin on peut venir, il n'y a pas besoin de réserver. Pas besoin de réserver, donc une conférence sur la teneur de cette sur réforme. Les enjeux de la réforme judiciaire, où j'essaierai d'expliquer surtout l'historique, tout ce qui a précédé cette réforme. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, d'être venu dans notre studio en particulier. Maître Pierre Lursa, bonne journée et Shavua Tov, à bientôt. Shavua Tov.